Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eric Hazan, l'auteur du livre Faut-il encore décider, coécrit avec Olivier Sibony. Eric, vous êtes enseignant chez HEC et Sciences Po, dirigeant d'un fonds d'investissement Ardabel Capital. Vous êtes un ex-senior partner dans un grand cabinet en conseil en stratégie. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci à vous, Elodie. Je suis ravie de vous recevoir. Alors, j'ai eu la joie de lire votre livre qui était vraiment passionnant. J'ai appris vraiment beaucoup de choses, alors notamment sur les algorithmes, parce qu'il y a une partie historique, comment ils étaient utilisés. Moi, ce que j'ai préféré dans tout ça, c'est la question sous-jacente. Saurions-nous expliquer le propre cheminement de notre prise de décision, puisque finalement, on remet beaucoup en cause des algorithmes, mais pas forcément notre cheminement. Donc, c'est vraiment la question sous-jacente de la première partie de votre livre. J'ai trouvé ça intéressant de nous mettre en parallèle de comment fonctionne notre cerveau versus ce qu'on attend de celui d'un cerveau synthétique. Et j'avais une question pour entrer dans le vif du sujet, pour pas trop spoiler le livre aussi. Est-ce que vous pouvez, avant de commencer, nous raconter votre parcours et surtout ce qui vous a amené, vous qui êtes un stratège et un investisseur, à vous pencher sur une question philosophique que la décision et pourquoi l'avoir coécrit avec Olivier Sibony, qui est un spécialiste des biais cognitifs? Alors, effectivement, moi, je viens du monde de la stratégie et de l'investissement, mais j'étais aussi un des spécialistes de l'impact de la technologie sur l'économie, la société, les entreprises et de l'intelligence artificielle en particulier. Ça m'a toujours passionné. Et puis, j'ai passé des années à observer comment les organisations prennent des décisions et combien parfois ces décisions sont médiocres, un peu arbitraires, parfois biaisées. Et quand l'IA a commencé à produire des recommandations parfois meilleures que celles des experts humains, je me suis dit, et on s'est dit avec Olivier, que je connaissais bien, qui lui effectivement est un expert de la décision, on est face à une sorte de bascule historique. C'est plutôt pas une bascule technologique seulement, mais c'est une bascule dans notre rapport à la décision. Donc, du coup, on a regardé comment finalement, moi je pouvais apporter un regard sur la transformation digitale, sur l'intelligence artificielle, et lui pouvait apporter sa perspective sur la décision humaine. Et puis, on voulait comprendre comment l'humain fait des erreurs, décide bien ou mal, et comprendre ce que la machine fait différemment, et finalement, où est-ce que la décision artificielle ou la décision faite ou déléguée à l'intelligence artificielle est utile et où est-ce qu'elle n'est pas utile. Voilà, donc c'est pas un livre complètement sur l'IA, c'est surtout un livre sur la décision et sur ce que l'IA, par sa puissance, nous oblige un peu à reconsidérer dans notre rapport à la décision. Hyper intéressant, merci. Votre livre, il est composé de 3 parties. Donc on a l'historique de l'IA, ce que je disais en introduction. On a l'IA ou moi qui décide et la fin, quelle société voulons-nous? Donc tout un chapitre dédié à une réflexion vraiment profonde sur la société, que je ne spoilerai pas ici. Ce qui m'a marqué, moi, dans la première partie de votre livre, c'est que l'intelligence artificielle, eh bien, elle est parfois plus humaine dans ses propos que les humains eux-mêmes. Et ça m'a parlé parce que j'ai perdu mon papa il y a quelques années et en fait, j'avais besoin de contacter la sécurité sociale pour plein de raisons. Et c'est vrai que le chatbot s'était montré d'une rare empathie que j'avais pas forcément eu au téléphone avec des personnes qui étaient dans d'autres problématiques, etc. Mais c'est frappant. Et du coup, votre livre a vraiment résonné sur cette partie-là. J'ai trouvé que c'était intéressant qu'on mette plus d'empathie ou qu'on ressente plus d'empathie d'un chatbot que d'une personne au bout du fil. J'ai bien aimé aussi la partie sur l'explication du fonctionnement et la demande de transparence d'un algorithme versus nos prises de décision, ce que je disais en introduction, parce que c'est quand même intriguant et vous mettez le point dessus que finalement on a du mal à remonter notre propre fil de décision parce qu'on a un cheminement bien particulier, on a fait des connexions, mais on va demander la même chose à une décision artificielle. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous citez des cas concrets sur l'utilisation des algorithmes, le médecin qui va poser un diagnostic,
le juge qui évalue un risque de récidive pour les criminels aux États-Unis, ou encore un recruteur qui va sélectionner un candidat, et notamment, ça fait quand même pas mal de débat sur LinkedIn en ce moment avec les ATS et le fameux CV-ATS. Alors j'ai une question, dans lequel de ces cas, dans la rédaction de votre livre, vous avez été le plus surpris par la supériorité de l'algorithme par rapport à l'expert humain? Comme on cartographie un petit peu les endroits sur lesquels l'intelligence artificielle est plus performante techniquement que nous et là où c'est potentiellement acceptable, c'est un peu ça notre cartographie de la décision. Dans cette case où c'est acceptable et l'IA est performante techniquement, on a appelé ça les territoires conquis de l'intelligence artificielle et le diagnostic médical est clairement un des cas où on a souvent, très souvent, une supériorité de l'algorithme sur l'expert humain. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a pas mal d'études sur ces sujets-là, mais il y en a une plus récente qui montre que des médecins seuls, très bons médecins qui ont été sélectionnés dans le panel, font un bon diagnostic dans la radiologie ou dans la santé mentale dans 74% des cas. L'IA seule, c'est 90% des cas, mais le plus troublant, c'est que quand on donne l'IA au médecin comme assistant, il ne montre qu'à 76% des cas. Autrement dit, l'humain dégrade la performance de la machine. Et pourquoi? Parce que quand l'IA propose un diagnostic différent du leur, les médecins se disent ben, c'est moi qui ai raison. Donc il y a un petit côté égo, ou simplement ils font confiance à leur expérience cumulée. Comme c'est des très bons médecins, ils ont une bonne expérience, mais ils ne sont pas forcément supérieurs à l'expérience cumulée de tous les médecins qui est dans la machine. Donc c'est une sorte de biais d'automatisation inversé, on en parlera, on fait confiance à son propre jugement, même quand la machine est meilleure. Et du coup, il nous semble que c'est une leçon d'humilité, et c'est un cas où il faut souvent déléguer la décision à la machine, parce que comme ça, on est sûr d'être mieux soigné. Passionnant et très surprenant. C'est vrai que j'avais vu passer ces études, mais de le revoir dans votre livre, on se dit qu'il y a vraiment un côté égo qu'il va falloir dépasser. C'est aussi le message qu'il y a dans votre livre, et c'est vrai que la médecine est en train de faire des avancées incroyables grâce à l'IA, et donc d'utiliser ces outils, ça va vraiment permettre d'aller plus loin. Moi, j'ai un autre exemple qui m'avait surpris, je connaissais pas du tout l'usage d'une IA américaine Compass, qui va prédire la récidive possible d'un criminel aux États-Unis. Et ce que vous expliquez dans votre livre, c'est qu'il y a des discriminations fortes avec cette IA. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on a des cas d'usage qui vont se développer dans beaucoup de métiers. On n'a pas forcément conscience de ce qui est déjà utilisé dans le monde et de tout ce qu'on va pouvoir faire, en fait, avec la médecine. Moi, j'ai une question par rapport à cet outil que vous citez, puisque du coup, vous avez dû faire des recherches incroyables pour trouver tous ces outils et tous ces cas d'usage. Comment un tel outil a-t-il pu être utilisé aussi longtemps, je parle de Compass aux États-Unis, sans remise en question? En fait, Compass, c'est vraiment un cas d'école, fascinant, je trouve, parce que ça ressemble un peu à, pour ceux qui ont vu le film, à Minority Report, qui était le film avec Tom Cruise, où il y avait exactement ça. C'est-à-dire, c'est un algorithme qui prédit le risque de récidive aux États-Unis, essentiellement, et dont on a découvert, alors ça, c'est pas dans le film, qu'il discriminait selon la couleur de peau. Mais en fait, attention, parce que ce que l'affaire Compass révèle, ce n'est pas que les algorithmes sont biaisés et les humains non. En fait, c'est le contraire. Puisque l'algorithme s'entraîne sur des données qui sont produites par les humains, et donc il reproduit les biais des humains. Compass, il reproduisait les biais contenus dans les données historiques du système judiciaire américain, et c'est un système qui se révèle être discriminatoire, bien avant Compass. La différence, c'est que quand un juge discrimine, c'est pratiquement invisible, mais quand un algorithme discrimine, on peut l'auditer, on peut le mesurer, on peut le corriger. Et donc il y a un paradoxe important ici, c'est que l'algorithme rend visible des injustices qui existaient déjà mais qu'on ne voyait pas, c'est ce qui a manqué avec Compass, finalement, et là, vraiment, ce qui a manqué, c'est une gouvernance claire, qui dise, ben, qui audite, selon quels critères, à quelle fréquence. Voilà, c'est exactement le type de questions que notre livre pose, qui, finalement, Compass, dans ce type de décision, ça fait remonter les insuffisances de l'humain beaucoup plus que les insuffisances de la machine. Avec une super transition pour ma question suivante. Quand l'algorithme et l'expert ne sont pas d'accord, qui doit avoir le dernier mot? Alors, c'est vraiment la question du livre, et puis la réponse honnête est assez inconfortable, parce que si l'IA est meilleure que vous en moyenne, alors que dans les cas de désaccord, elle a statistiquement raison plus souvent, ben, reprendre la main quand on n'est pas d'accord, c'est réinjecter de l'erreur humaine. Donc, on ne veut pas réinjecter de l'erreur humaine, mais ça ne veut pas dire, et c'est pour ça qu'on a créé cette catégorie qu'on appelait les territoires conquis. C'est là qu'il faut déléguer la décision à la machine. Mais voilà, dans la finance, dans la logistique, dans un certain nombre de cas, on a parlé de certains diagnostics médicaux, pas tous,
Aujourd'hui, je parlais de radiologie tout à l'heure. En réalité, on a des logiciels qui arrivent et qui, dans 80% des cas, proposent une décision qu'il faut suivre. Et puis, dans 20% des cas un peu plus complexes, on est dans la codécision avec le médecin. Donc, vous voyez, c'est plus complexe que ça. Mais globalement, tout ça ne veut pas dire qu'il faut suivre toujours la machine aveuglément. La réponse, elle dépend vraiment du domaine. En détection de fraude, donc je disais en logistique, laisser la machine décider, c'est bien. En recrutement, c'est de la codécision. L'IA peut aider à présélectionner, mais l'humain a le droit d'utiliser des critères subjectifs, parce que quand on recrute, c'est subjectif en fait. Et il faut, voilà, en justice pénale, ben, c'est la zone totalement interdite. Un humain doit juger un autre humain, les yeux dans les yeux. C'est le concept même de la justice. On sait que la justice va faire des erreurs. On sait que un juge ne juge pas sur le même cas le matin que l'après-midi, le mardi que le jeudi, suivant que ça s'est bien passé à la maison ou pas, etc. Mais on le sait. Mais en fait, la procédure judiciaire fait partie un peu théâtralisée, fait partie de ce qu'est la justice, et donc on l'a mis dans la zone interdite. Passionnant, et il y a une cartographie très précise dans votre livre qu'on retrouve aux différentes étapes du livre, que je laisserai les auditeurs découvrir. Vous documentez d'ailleurs un paradoxe qui est assez troublant. On tolère l'erreur humaine, mais on rejette l'erreur algorithmique, même quand la machine se trompe statistiquement bien moins souvent, et c'est ce que vous venez de dire. Comment renverser ce réflexe dans les organisations concrètement? Est-ce qu'il y a un moyen aujourd'hui de se dire, finalement, on va faire confiance à l'algorithme? Oui, il y a quelque chose autour de ça. Les chercheurs appellent ça l'aversion aux algorithmes ou l'aversion algorithmique. Et il y a aussi quelque chose de complexe qui est le pardon asymétrique. En fait, on accepte, on pardonne lorsqu'un médecin se trompe. On comprend qu'il était fatigué, c'était un cas difficile, ou lorsque un humain au sens large se trompe. Mais quand l'algorithme se trompe une fois, on perd toute confiance. C'est le pardon asymétrique. Pourquoi? Parce que l'erreur humaine nous paraît compréhensible, explicable, et l'erreur de la machine absurde et inexplicable. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur l'explicabilité des décisions de l'IA. Mais il y a une dimension morale. Une erreur humaine, ça peut être pardonné. Une erreur algorithmique, ça donne l'impression d'un système impersonnel sans responsabilité. Donc, pour renverser cela dans les organisations, je pense qui est votre question, je pense qu'il faut deux, trois choses. D'abord, il faut poser les chiffres sur la table. Il faut comparer factuellement le taux d'erreur humain et celui de la machine. Dans beaucoup de cas, la machine est meilleure, mais il y a tout un tas de cas où les objectifs sont pas clairs, les données sont pas claires, etc. Et où l'humain arrive à une meilleure décision et la machine se trompe. Donc il faut vraiment poser les choses. Voilà. Ensuite, il faut former les équipes, je pense, à comprendre que l'IA se trompe parfois. Mais que le dire, l'IA se trompe parfois, ce n'est pas un argument suffisant si elle se trompe beaucoup moins de fois que nous. C'est-à-dire si simplement elle est juste meilleure que nous dans 30% de plus de cas ou 20% de plus de cas, ben c'est plus intéressant de suivre l'IA. Donc il y a ça, un peu une espèce de rejet automatique qu'il faut faire changer, puis ensuite il faut maintenir une responsabilité humaine claire sur les conséquences. Vous voyez que la décision se déplace, on travaille plus sur les objectifs, sur les règles de fonctionnement. Parfois la décision humaine, elle est plus accessoire, mais vraiment la vraie décision humaine, c'est les objectifs et les règles de fonctionnement. Voilà. Et quand on maintient de la responsabilité, on n'a pas ce risque de démission, c'est-à-dire où, si on utilise un peu Hannah Arendt, la banalité du mal, la banalité algorithmique, c'est-à-dire on dit bah, c'est pas moi, c'est la machine. Voilà. Et ça marche pas. Donc il faut garder, même dans la délégation, il faut garder une responsabilité humaine super claire sur les conséquences de la décision. Et ça a été un cas de jurisprudence d'ailleurs avec Air Canada, je crois qu'il est connu de tout le monde, avec ce fameux chatbot qui avait dit, aux particuliers: «Oui, oui, je te rembourse ton ticket, il y a pas de souci, prends un autre voyage», et Air Canada avait dit: «Bah, non, en fait, c'est le chatbot qui s'est, trompé, on peut pas te donner ces places», et finalement la justice a décrété que c'est l'entreprise qui était responsable de ce que disait le chatbot, puisque le chatbot appartenait à l'entreprise. Donc il y a vraiment de Exactement. la jurisprudence qui va en ce sens. Oui, absolument. Absolument. Mais oui, il y a plein d'autres exemples, les voitures autonomes, etc., enfin, qui vont nous occuper dans le futur et qui sont intéressantes. Complètement. Vous posez la question: «Qui décide? Au nom de qui? Selon quelles règles?» Est-ce que vous avez observé des entreprises qui ont vraiment répondu à cette question et construit une vraie gouvernance de la décision IA? Qui est un peu le sujet du moment. Qui a passé le pas et qui a réussi à le faire avec succès? Alors honnêtement, on est vraiment au tout début. La plupart des organisations découvrent les outils depuis 2, 3 ans. Elles ont déjà pas complètement absorbé l'intelligence artificielle, donc
Je pense pas qu'elles soient toutes en train de travailler sur la décision, mais on voit émerger des pratiques intéressantes. Il y a certaines entreprises qui commencent à cartographier systématiquement leurs décisions, quelles décisions déléguées à l'IA, lesquelles relèvent de la codécision et lesquelles sont des zones interdites. On en parlait au niveau de la société, mais c'est la même grille qui s'applique quand on est dans une entreprise. Et là aussi, il y a des choses acceptables, moins acceptables, et des choses sur lesquelles l'IA est performante et des choses sur lesquelles elle n'est pas performante. Donc il faut définir tout ça, et puis il faut aussi définir des objectifs d'optimisation. Encore une fois, l'IA, c'est de l'optimisation statistique. Donc c'est pas magique. Et donc, en fait, plus les objectifs sont définis, plus ils sont clairs, plus ils sont restreints, ils sont circonscrits, et plus ça marche. Voilà, plus c'est flou, plus c'est compliqué, et nous, enfin en tout cas un certain nombre d'entre nous les humains, nous sommes à l'aise dans l'ambiguïté, dans le flou, et l'IA pas du tout. Donc on doit définir objectivement et explicitement les objectifs d'optimisation. D'ailleurs, si on ne les explicite pas, c'est quelqu'un d'autre qui le fera à notre place, et ce sera finalement ce qui a été programmé dans le système qui va s'imposer, et on n'a pas forcément de contrôle sur la façon dont ça a été programmé. C'est pour ça que nous, on milite sur une traçabilité, sur la contradiction, sur l'implication, y compris des employés dans l'entreprise pour définir un certain nombre de cas d'usage et de processus de décision avec l'IA, parce que sinon, en fait, on est, comme on dit en philosophie, plutôt agi qu'agissant. Donc il y a un rôle plus méta, plus sophistiqué aussi pour le décideur. Il ne décide plus seulement du contenu, il décide du système de décision lui-même. Et si finalement là, la première difficulté, c'est que beaucoup d'entreprises fonctionnent sans forcément un processus hyper établi et là on leur dit: «Bah, attendez, posez-vous, regardez comment vous travaillez, quels sont vos process». Cartographier, le mot cartographier peut faire peur aussi de se dire: «Bah, alors, comment je vais identifier ce que je veux garder ou pas?» Enfin moi, c'est des exercices qu'on voit en formation et donc c'est vrai que parfois je vois des personnes qui se referment tout de suite et qui disent: «Bah, non». Donc il y a aussi, beaucoup de pédagogie à avoir. Pour moi, il y a le premier frein à l'adoption de l'IA et effectivement, on n'en est qu'au début, donc ça va se débunker très vite, mais ça va être, je me pose sur mes process, je définis ce que je délègue, je forme mes équipes et après, quel outil je développe, en fait? Si je développe un outil interne ou si je prends une solution sur Et étagère. sur quel sujet? Parce qu'en fait, c'est pas forcément les mêmes outils sur les mêmes décisions. Je crois que c'est effectivement le point clé. Je pense que on est vraiment dans la réflexion, je dirais pas philosophique, mais c'est vraiment très pratique sur, là où on considère qu'on peut déléguer, là où on est dans la codécision, et je reprends ce que vous disiez, dans la codécision, on devient meilleur aussi. C'est-à-dire qu'on peut utiliser, évidemment, les objectifs sont moins clairs, donc on est dans l'ambiguïté, l'humain a besoin de plus réfléchir, etc. Mais on a des tas d'outils où l'IA nous fait gagner un temps fou, nous fait analyser des choses, nous fait synthétiser des choses, etc. Et là, on est dans une codécision beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus assistée, mais en positif, mais on a la main. Voilà. Et puis il y a des choses sur lesquelles collectivement on doit décider de ne pas toucher. Et collectif fera le succès de l'adoption de l'outil. Je vous remercie sur ce point de vue-là. Au-delà de l'entreprise, des algorithmes prennent déjà des décisions qui affectent des millions de personnes et parfois sans que les citoyens s'en offusquent, selon l'institution qui les porte. Et ça, je l'ai découvert dans votre livre. Est-ce qu'on est déjà un peu tard sur la construction des garde-fous démocratiques? Mais je pense qu'il y a urgence. Voilà, il y a l'AI Act qui est intéressant, mais qui a sa propre complexité. Je pense que réguler ne suffit pas. Il faut que la société participe à la définition des objectifs que les algorithmes optimisent. Notre thèse, c'est que l'IA, c'est un peu l'aiguillon d'un renouveau démocratique potentiellement. Elle peut nous forcer enfin à nous interroger sur le déficit démocratique qui rend les décisions de l'État, des administrations parfois incompréhensibles pour les citoyens. Et puis en plus, l'IA nous donne des moyens inédits pour à la fois challenger, mais aussi impliquer massivement les citoyens dans les choix collectifs. Donc au lieu de déshumaniser nos décisions, elle peut au contraire contribuer à réhumaniser notre démocratie pour faire des débats plus intéressants et puis décider vraiment de ce dont on doit décider. Mais je vous donne quand même un exemple parce que là, on utilise beaucoup de choses sur lesquelles on devrait débattre. Dans le militaire, on utilise beaucoup les drones semi-autonomes. Les drones semi-autonomes, ça veut dire que c'est l'IA qui fait la navigation, c'est l'IA qui définit les cibles, et au final, vous avez un soldat, alors je dis souvent un jeune soldat, mais en fait tous les soldats sont jeunes, donc un soldat qui est là et qui appuie sur un petit bouton, il a, par rapport à avant, des centaines de cibles, où l'IA lui dit, bah, est-ce que tu appuies, est-ce que tu appuies. Donc il appuie, il y a un biais d'automatisation là, puisque la machine a l'air plus intelligente que nous, puisqu'elle ingère un nombre de données impressionnant, et elle cible. Donc en fait, il n'a pas vraiment la main pour décider, il appuie. Enfin, peut-être qu'il peut quand même, dans un certain nombre de cas, ne pas appuyer, mais globalement, il appuie. Donc, en fait, la question, c'est quelle est la doctrine militaire qu'il y a derrière ça et qui la définit? Aujourd'hui, on peut dire, est-ce que c'est la hiérarchie militaire?
Est-ce que c'est la hiérarchie gouvernementale? Est-ce que c'est l'ingénieur de la Silicon Valley ou d'ailleurs qui programme le drone? Est-ce que c'est le patron de la société qui produit le drone? Voilà. Tout ça n'est pas super clair, ni la façon dont c'est fait, ni la responsabilité finale dont on parlait tout à l'heure. Donc à un moment, il y a une nécessité de réhumaniser ces décisions en incluant des citoyens pour avoir un débat un peu démocratique sur mais comment on fait, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les règles, est-ce qu'on accepte? Alors je vous parle de la décision militaire parce que ça frappe, mais en fait, ça marche pour tous les types de décisions sur lesquelles on a un doute. Et c'est en lien avec un petit déjeuner, auquel j'ai participé ce matin, puisqu'on enregistre cet épisode, au mois d'avril et j'étais à un petit déjeuner du Hub France IA où la conclusion donc le thème était l'IA et la démocratie et la conclusion était: «On devrait avoir des actes citoyens» parce qu'aujourd'hui nos politiques, l'IA n'est pas leur priorité, même si on en parle beaucoup, c'est pas leur priorité et d'avoir du coup des mesures citoyennes permettrait de créer un échange, d'avoir une implication, bah, de tout le monde aussi, parce que ça va être représentatif et de pouvoir, travailler ensemble sur des sujets qui impactent nos vies, qu'on le veuille ou non. On voit que c'est un sujet d'actualité et que ça questionne et en tout cas, il y a beaucoup de solutions qui émergent. Si vous, vous deviez identifier une décision dans la vie professionnelle ou personnelle que vous ne confieriez jamais à une machine, quelle serait-elle et pourquoi? Alors, on en a un peu parlé, je vois tout de suite une décision qui n'est pas tout à fait dans la vie professionnelle, c'est plutôt la justice pénale dont on discutait tout à l'heure, avec cette idée qu'un humain doit juger un autre humain. Mais je dis tout de suite, par rapport à la codécision, c'est la condition même d'une décision que la société ne peut accepter que si elle est faite et produite par des humains, mais on peut quand même imaginer un copilote IA. C'est-à-dire, on peut quand même imaginer qu'il y ait des éléments où les juges reçoivent des informations, ils regardent la jurisprudence, etc. Et là, la discussion, ça va être comment on évite le biais d'automatisation dont on parlait tout à l'heure. Mais voilà, c'est plus largement, si vous voulez, toutes les décisions sur lesquelles le processus compte autant que le résultat, c'est-à-dire le fait de faire ensemble en tant qu'humain, discuter, ça a plus d'importance que le résultat lui-même. Je pense qu'il faut éviter de confier ça à une machine. Par exemple, décider de pardonner ou pas, vous voyez? Ça, on parle d'actes qui engagent notre humanité, c'est pas un calcul d'optimisation. Voilà. Je pense que dès qu'on sort du calcul d'optimisation, il faut passer à l'humain. Très clair et très intéressant. Gardons notre humanité et notre esprit critique qui fait aussi partie des conclusions, de ce livre. Aujourd'hui et vous l'avez dit, juste avant, notamment avec les partis militaires, on est quand même pas mal porté par des acteurs américains, par des acteurs privés, en tout cas dans le domaine de l'IA, ils ont le monopole, quasiment. On a, quand même, des acteurs européens, mais leur motivation est donc le profit, il y a pas d'ambiguïté là-dessus. Ceux qui disent que c'est pas le profit, c'est qu'ils ont peut-être un autre objectif qui est de pouvoir derrière, mais on reste sur des choses qui sont pas forcément, étatiques, démocratiques, voilà et donc est-ce qu'on peut leur faire confiance et surtout, est-ce que la réponse européenne avec Mistral, qui fait des efforts colossaux pour, avoir une réponse, structurée, puissante avec des levées de fonds impressionnantes, peut être à la hauteur de l'enjeu? Alors, c'est intéressant parce que les entreprises de la tech, et en particulier les entreprises de la tech américaines, mais aussi chinoises, sont dans une position sans précédent. En même temps, vous disiez qu'elles sont motivées par le profit et le pouvoir, ce ne sont pas les seuls. Beaucoup des humains sont motivés par le profit et le pouvoir. C'est Donc, vrai. mais si on se revient sur la technologie, ces entreprises détiennent des technologies à impact stratégique vraiment, et elles prennent des décisions dont on peut dire qu'elles relevaient presque autrefois des États. Moi, je regardais la dispute entre Anthropic et le président américain sur l'utilisation de Claude dans le domaine militaire. C'est intéressant, sans doute que Dario Amodei, à part le fait que c'est un super coup marketing, a une vraie volonté éthique de contrôler un peu l'utilisation de ce qu'il produit, ou de ce que son entreprise produit, mais je me posais la question, mais est-ce que c'est à une entreprise privée de suggérer, d'utiliser ou pas, sa technologie dans un contexte militaire ou dans un contexte régalien? Évidemment qu'on se pose tout un tas de questions sur la façon dont, l'actuel président américain va utiliser ces technologies. C'est pas la question. Mais, dans l'idée, ce sont vraiment plutôt aux citoyens, dans un contexte démocratique, de décider, encore une fois, des objectifs, des règles de l'utilisation de l'IA. Donc, voilà. Maintenant, quand je reviens à votre question, on ne sait pas si on peut faire confiance ou pas faire confiance à ces entreprises qui sont un peu l'infrastructure de notre nouveau monde, hein, ces entreprises américaines de la tech, parce que en fait, elles optimisent, encore une fois, pour des objectifs qui sont peut-être pas diaboliques, mais peut-être juste pour que on utilise de plus en plus l'IA, par exemple. C'est pas mauvais, moi, je veux dire, c'est pour en vendre plus, quoi.
Et donc, c'est pas mauvais dans l'absolu, mais en fait, on ne le sait pas, on n'a pas discuté, on n'a pas contrôlé, on n'a pas eu de débat sur le sujet. Et donc, là encore, on est un petit peu, je dirais, dans l'application de règles qu'on n'a pas définies. Et c'est là que ça se situe. Et c'est pour ça que moi, comme qu'auteur, on pense que l'Europe, mais les citoyens européens, on va dire, doivent investir pour comprendre, mais aussi investir pour créer, maîtriser ces technologies et pas seulement les réguler. Voilà. Et puis on voit que ça a aussi un impact économique meilleur quand on crée et quand on ne fait pas qu'utiliser, même si une partie de l'impact économique important est liée à l'utilisation de ces technologies à moyen terme. Donc Mistral, c'est un signal très encourageant. Il y a quand même un écart d'investissement considérable avec les Américains. Il y a d'autres sociétés qui sont intéressantes dans l'univers de l'intelligence artificielle. Il y a H, il y a des sociétés spécialisées comme Helsing en Allemagne, Armatan sur la défense. Voilà, il y a pas mal de choses. Mais la souveraineté technologique de l'Europe, qui est vraiment en retard, et ça fait plus de 10-12 ans qu'elle est en retard parce que les entreprises européennes sous-investissent la technologie et la R&D depuis 12 ans en Europe, et ça c'est un problème qui n'est pas que un problème de décision, mais donc c'est un enjeu réel. Mais je pense que tout cela, au-delà de l'idée qu'il faut continuer à investir, qu'il faut développer les technologies IA en Europe, tout ça, ça ne doit pas être un argument pour retarder la réflexion sur la gouvernance, puisque vous voyez qu'il y a les deux niveaux. Il y a finalement comment on maîtrise l'outil d'un point de vue démocratique et comment on reconquiert un leadership technologique en France et en Europe. Très clair. Et puis on est à fond dans la souveraineté en ce moment et de Voilà. moins utiliser les outils américains, ce qui est assez difficile, en tout cas Oui. à appliquer tout de suite. Mais c'est vrai que l'IA ajoute une urgence supplémentaire finalement à retrouver cette souveraineté et avoir des outils européens. En tout cas, on en a. C'est un bon début. Et justement, on a des outils, on parlait de retard. C'est vrai qu'il y a quelques années, on parlait de fracture numérique, c'était le grand terme de beaucoup de programmes. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'IA, on peut parler d'une fracture IA? Parce que même si les Français aujourd'hui sont suréquipés en smartphone, on a un taux d'équipement qui dépasse les 90%. Est-ce que le manque de connaissances, le manque d'équipement malgré tout, d'ordinateurs, parce que c'est quand même plus fluide, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de cette fracture IA? Oui, absolument. Je pense que vraiment, on peut en parler de différentes manières. D'abord, il y a un décalage d'usage entre Européens, Américains et Chinois. Ensuite, à l'intérieur de l'Europe, il y a un décalage entre différents pays. Ensuite, à l'intérieur des pays, on peut dire qu'il y a un risque de recréation d'une nouvelle fracture numérique entre les grandes métropoles et les territoires. Voilà. Donc, je ne dirais pas qu'elle est avérée, mais il y a un risque réel de nouvelles fractures numériques liées à l'intelligence artificielle. Il y aura la fracture de la population. Et puis, parce qu'il n'y a pas de formation encore aujourd'hui au collège ou au lycée, on en est encore très très loin. Et puis, bah, il va y avoir la fracture professionnelle des entreprises qui vont se mettre à l'IA et celles qui ne vont Bien peut-être pas se mettre sûr, à l'IA. bien sûr, il y a les entreprises les plus avancées qui vont s'y mettre et qui s'y mettent déjà. Et puis à l'intérieur même de l'entreprise, il y a différents types de populations qui seront plus ou moins exposées aux formations. Effectivement. J'ai une dernière question, alors sans dévoiler toutes vos conclusions. Si vous deviez donner une seule recommandation aux dirigeants français pour intégrer l'IA de manière réelle et responsable dans leurs organisations, quelque chose d'actionnable, qu'est-ce que ce serait? Alors, la recommandation principale, c'est de cartographier les décisions. Voilà, prenez Mmh. les 20 décisions les plus importantes de votre organisation et demandez-vous pour chacune, est-ce que l'IA pourrait faire mieux? Si oui, quels objectifs lui donne-t-on? Qui en assume la responsabilité? Quelles décisions sont dans la zone interdite? Voilà, ce simple exercice de cartographie, à mon avis, change la manière dont on pense la décision dans l'entreprise. Il force à expliciter les critères qui restaient un peu implicites et à faire des arbitrages qui n'étaient jamais discutés. Voilà. Je pense que c'est ça en soi, c'est un progrès assez considérable, et avant même d'avoir déployé le moindre algorithme. Très bien. Merci beaucoup, Eric, d'avoir répondu à toutes mes questions. Je ne peux que vous recommander cette lecture passionnante. Pour lire votre ouvrage, on peut se procurer en ligne sur Amazon ou la Fnac ou toute bonne librairie, j'imagine, pour le Y lire. compris dans toutes les Super. bonnes librairies indépendantes. Et si on souhaite vous contacter, on peut vous retrouver sur LinkedIn. Je rappelle le Absolument. titre du livre, Faut-il encore décider, d'Éric Hazan et Olivier Sibony. Merci beaucoup, Eric. Merci Elodie. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.